Bonjour, bienvenue au jardin d'acclimatation du courtillage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante qui s'appelle le gui. Son nom latin, c'est Viscum album. Donc le gui, c'est une plante parasite. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo la biologie de la plante, comment elle vit, comment elle se développe, ses particularités. On parlera de sa croissance, on parlera de sa baie particulière. Mais également, je vais vous parler des oiseaux qui mangent les baies de gui. Et vous verrez qu'il y a des oiseaux qui détruisent les baies de gui et d'autres au contraire qui participent à ces disséminations. Également, je vous parlerai un peu des traditions rapidement par rapport au gui. Et évidemment, je répondrai à la question, faut-il supprimer le gui dans les arbres ou pas? Là, je suis juste en dessous d'un acacia. Et vous pouvez voir en l'air, l'acacia est complètement parasité par le gui avec plein de boules. Sachant que le gui est dioïque, c'est-à-dire qu'on a des boules de gui qui sont mâles et des boules de gui femelles qui vont donner les fruits. Donc maintenant nous allons nous rendre sur un peuplier pour voir la même chose sur un peuplier et on verra en détail comment pousse le gui. Je vais vous parler maintenant de la manière dont pousse le gui. Donc le gui, c'est une plante particulière, c'est un parasite. Plus exactement, c'est un hémiparasite puisqu'il va utiliser la sève brute de l'arbre pour pousser, mais il a quand même des feuilles vertes, feuilles qui vont lui servir à faire de la photosynthèse. Alors le gui a une croissance qui est en fait plus ou moins sphérique, c'est-à-dire que la croissance va se faire par sauts successifs, par articles successifs, et donc en fait chaque année le gui va faire 2 pousses et ça va être toujours des multiples de 2. Donc première année 1 pouce, deuxième année 2 pouces, troisième année de nouveau 2 pouces. Donc en fait c'est toujours des multiples de 2, 2, 4, 2, 4, 8, 16, 16 et 16, 32, etc. Et donc comme ça le gui va pousser de manière double à chaque fois et c'est ça qui va faire qu'il va avoir une forme buissonnante. Donc voilà pour la croissance particulière du gui. Le gui n'est pas, contrairement à d'autres plantes, c'est une plante un peu étrange, elle n'est pas soumise au tropisme, c'est-à-dire elle ne va pas être attirée par la lumière, elle va pas, et les racines ne vont pas non plus être, les crampons, enfin les suçoirs ne vont pas non plus être attirés vers le sol. Le gui est capable de pousser aussi bien sur le côté d'une branche que la tête en bas que la tête en haut. En fait, il n'y a pas de sens de pousse par rapport au gui, ça va dépendre de là où finalement s'est implanté le gui au départ. Donc au-dessus de moi, vous pouvez voir un peuplier qui est contaminé parasité par le gui, avec ici une très belle boule de gui femelle qui est donc remplie de graines de gui. Alors le peuplier est un arbre qui est très sensible, notamment le peuplier baumier. Vous pouvez voir en face de moi, vous avez un alignement de peupliers baumiers en bordure de rivière et ils sont tous contaminés par le gui. Parce que le peuplier est un arbre avec une écorce assez fine, un bois assez tendre et qui donc n'arrive pas à résister au gui. Le gui, vous avez plusieurs sous-espèces. Vous avez la sous-espèce, on va dire principale, qui est un gui qui va pousser sur les feuillus. Il est capable de pousser sur 120 espèces de feuillus, avec évidemment ses préférences. Mais également, vous avez une sous-espèce du gui qui va pousser sur les pins. Par exemple, le pin noir, le pin accroché. Il peut pousser sur 4 sortes de pins différents. Et vous avez enfin une sous-espèce du gui qui va pousser, lui, sur le sapin pectiné, notamment dans les Vosges. Donc 3 sous-espèces de gui, et vous avez même encore d'autres sous-espèces dans d'autres pays, par exemple en Espagne, vous avez une espèce de gui à boule rouge. Le gui, donc la particularité du feuillage du gui, c'est contrairement aux feuillus classiques, c'est que en fait les feuillus classiques, une feuille va durer à peu près 8 mois, elle va sortir au mois d'avril-mai, et elle va durer jusqu'à octobre-novembre au moment de la chute des feuilles. La feuille du gui, elle, va vivre 1 an et demi, elle va sortir au printemps, elle va vivre 1 an et demi, et c'est pour ça que en fait le gui est toujours vert, parce que ses feuilles sont évidemment
portés en bout de branche, mais ne vont tomber qu'un an et demi plus tard. Donc au milieu de l'hiver, il y aura toujours des feuilles. Et comme ces rameaux sont verts également, ils donnent toujours un aspect vert. On a l'impression que ce sont ces feuilles, mais non, ce sont ces rameaux. Alors, la façon dont est fait le gui, ce sont des sortes d'articles qui s'emboîtent, qui sont accrochés les uns aux autres. Et le gui est extrêmement cassant. Vous voyez, si je plie, vous allez voir, ça va casser assez facilement. Plac, vous voyez, c'est très cassant le gui. Alors, du fait que c'est très cassant, c'est une plante qui est assez sensible à la neige et qui peut casser avec le verglas ou la neige, qui peut casser assez facilement et tomber au sol, ce qui fait qu'on n'a pas toujours des boules de gui bien sphériques dans les arbres. Également, c'est un parasite qui, en poussant sur les branches, va donner beaucoup de poids et peut entraîner la casse de certaines branches. Là-bas, par exemple, vous avez un exemple de boule de gui qui fait complètement ployer une branche de peuplier. Je ne sais pas si vous la voyez, on peut éventuellement s'approcher pour aller voir. On arrive à zoomer dessus, ouais, plus ou moins, c'est un peu sombre. Donc, il peut entraîner la casse de certaines branches. Alors, c'est pas un parasite qui va faire mourir les arbres, du moins dans un premier temps. Il va falloir vraiment que l'arbre soit complètement recouvert de gui pour qu'il ait des problèmes ensuite pour sa propre croissance. Voilà pour ce qui est de la pousse du gui, la partie biologique du gui. Comme je vous disais précédemment, on a des gui, des pieds qui sont mâles et des pieds qui sont femelles. Et la pollinisation va être assurée en fait surtout par les mouches. C'est surtout elles qui vont faire la pollinisation. C'est les insectes qui font la pollinisation du gui. Alors il peut se trouver que des fois le gui se parasite lui-même. Alors vous pouvez avoir un pied mâle avec un pied femelle qui pousse à l'intérieur ou le contraire, parce qu'une graine de gui aura eu la mauvaise idée de germer sur son propre pied et il s'auto-parasite. Donc ça c'est un peu rigolo. Le gui, quand la graine germe, la graine va envoyer un suçoir qui va pénétrer dans la branche. Mais ce suçoir en fait n'est pas très profond, il fait que quelques millimètres, il fait que 3 mm de long. Donc quand le gui tombe, il faut qu'il tombe sur une branche jeune ou avec une écorce peu épaisse, de telle manière à ce que le suçoir arrive très rapidement à trouver les vaisseaux de la plante avec la sève brute qui monte du sol. Donc la sève brute, c'est celle qui contient l'eau et les sels minéraux, de telle manière à ce qu'il puisse se développer. Donc là, je vais essayer de décortiquer cette petite branche d'acacia pour vous montrer comment sont fichus les suçoirs à l'intérieur. Alors, ces suçoirs vont progresser en hauteur au fur et à mesure que la plante va croître, puisque la sève brute, est transportée vraiment dans le libère, la partie qui est sous l'écorce. Alors, on va essayer de... Alors, c'est assez dur quand c'est de l'acacia. De vous décoller tout ça pour vous montrer à l'intérieur les suçoirs. Donc, vous voyez la partie ici, là, la partie blanche, c'est le bois de l'acacia, et la partie verte, c'est le gui en fait qui a parasité. Donc vous pouvez voir déjà qu'il a envoyé un suçoir jusqu'à cet endroit-là. Donc là c'est la partie où il a pénétré à l'origine, et après les suçoirs vont s'étendre sous les rameaux, et les suçoirs peuvent s'étendre jusqu'à 1 mètre de distance du point initial, et le gui est capable de rejeter, parce qu'en fait il a des suçoirs, mais il a également une sorte de stolon qui peut parcourir le long de la branche, et il est capable de ressortir jusqu'à 1 mètre de distance par rapport à son point initial d'entrée. Donc si jamais on coupe une branche de gui, il va falloir la couper très large si on veut supprimer toute velléité du gui et toute chance de repousser. Donc je vais continuer à creuser à l'intérieur pour essayer de vous montrer du coup comment c'est fichu au niveau des suçoirs, et que vous puissiez voir la répartition. Vous voyez ici les suçoirs, ils sont allés jusque là par rapport au point d'entrée. On les retrouve ici. D'ailleurs, ça a provoqué une déformation de la branche. Alors il y a des arbres qui sont naturellement résistants au gui et qui sont capables de produire des tanins, comme par exemple le chêne, comme par exemple le châtaignier, des tanins très puissants qui vont bloquer
bloquer le sussoir du gui au départ quand il pousse et il n'arrivera pas à coloniser la plante. Et au contraire, vous avez des plantes qui sont avec un bois très tendre et qui produisent peu de tanins. Par exemple, c'est l'exemple du peuplier. Le peuplier, notamment les peupliers baumiers, sont des arbres très sensibles au sussoir des gui, de même que par exemple les pommiers. Les aubépines également sont sensibles au gui et sont facilement parasités. Donc je vais continuer à découper pour voir jusqu'où pénètrent les sussoirs, mais plus on va creuser, et plus en fait il va plus y avoir de sussoir en fait en profondeur. Ça va être fini ensuite. Mais vous pouvez voir quand même que la plante a été, là vous voyez la partie blanche ici, là c'est vraiment c'est le libère. Et donc elle parasite vraiment dans cette partie-là, c'est là où circule la sève brute. Et si on descend plus bas, au bout d'un moment, on va plus du tout avoir de sussoir en toute logique. Hop. Vous voyez, là on en a encore un peu, si je creuse. C'est de l'acacia, c'est du bois qui est très dur. D'ailleurs, c'est même surprenant que sur un bois aussi dur, le gui arrive quand même à pousser. Parce que l'acacia, c'est quand même un bois costaud. Mais visiblement, c'est pas une plante qui sait se défendre contre le gui. Alors le gui, voilà, on voit bien là, la répartition du sussoir à l'intérieur de la branche qui vont parasiter. Alors le gui a tendance à coloniser plus facilement les arbres qui sont déjà affaiblis. Je pense que ces arbres-là se défendent moins bien contre les sussoirs du gui. Et donc du coup, on voit moins de tanins. Dans un endroit où vous avez exactement les mêmes plantes, certaines sont très parasitées et d'autres beaucoup moins. Donc là, je vais essayer de creuser encore un peu, mais après je vais arriver à la limite où normalement il ne devrait plus y avoir de sussoir. Donc là, je les ai éliminés de ce côté-ci. Voilà. Alors, je pense que je vais arriver à la fin. Voilà, là on est dans la partie dans laquelle c'est fini, il n'y a plus de sussoir, ou quasiment plus de sussoir, de traces du gui. Donc si on avait voulu enlever complètement le gui, il a fallu quasiment enlever la moitié de la boursouflure de la branche. Parce qu'il a effectivement, au départ, quand il introduit son sussoir, la plante va continuer à pousser en épaisseur, mais le sussoir va suivre la partie qui est riche, le libère, la partie qui va être riche en sels minéraux. Et donc le sussoir va rester ancré au milieu, ou les sussoirs vont rester ancrés, mais ils vont continuer à progresser en hauteur pour toujours rester à niveau par rapport à la partie où la sève circule. Et maintenant, nous allons découper en deux une graine de gui pour voir la composition à l'intérieur. Donc je prends une graine de gui que je détache de sa branche. Et donc nous allons la couper délicatement avec un greffoir bien affûté pour voir la composition à l'intérieur. Alors, donc là on peut voir ici qu'on a une partie très collante au milieu qui s'appelle la vicine, partie gélatineuse, qui est sucrée. C'est ça que les oiseaux mangent, qui est comestible en fait. La cuticule qui ne va pas forcément être digérée par les oiseaux, qui va être rejetée dans les fesses, ici qui est la partie la plus épaisse que je vais vous enlever. Voilà, donc là j'ai mis la vicine d'un côté qui est là, et qui est très collante, qui fait vraiment penser à de la colle glu. Et là la peau. Et au milieu vous avez un noyau assez dur qui va être digéré ou pas suivant les types d'oiseaux. Ici vous voyez le noyau au milieu. Voilà, et ça c'est la graine de gui. Bon là elle est assez petite, elle peut être beaucoup plus grosse en fait. Je vais essayer de vous la dégager. Hop, je vais essayer de vous la dégager dans du sopalin, ça va être plus facile. On la verra mieux. Donc là elle est toute petite, celle-là est atrophiée, elle n'a pas forcément été bien fécondée. Au milieu, voilà, elle est toute petite là. Normalement elle est beaucoup plus grosse que ça.
Et donc cette fameuse vicine, en fait, qui est gluante, qui est collante, hein, vous voyez, on peut faire des filaments jusqu'à 2 mètres de long et elle pouvait servir autrefois pour fabriquer de la glu, pour enduire les branches de manière à piéger les oiseaux. Donc c'est les chasseurs qui faisaient ça ou les braconniers. Donc ils enduisaient les branches de glu pour attraper les oiseaux. Alors il faut prendre les baies et les faire cuire dans l'eau pendant un certain temps pour obtenir donc cette fameuse glu. Et c'est ça qui va permettre l'adhésion de la graine sur les branches et va faire en sorte que le gui se multiplie. On a en gros 5 types d'oiseaux qui se nourrissent des baies de gui, guère plus que ça, donc ça fait pas beaucoup. Donc parmi ces oiseaux, on en a certains qui participent à la dissémination du gui et d'autres au contraire qui vont participer à son élimination. Enfin, quand je dis l'élimination, c'est l'élimination des graines de gui, bien évidemment, et la dissémination c'est pareil. Donc on va parler maintenant de ces 5 types d'oiseaux. Donc il y a un oiseau qui... Je vais d'abord commencer par les oiseaux qui éliminent les graines de gui. Donc je vais vous parler évidemment du pigeon ramier ou palombe. Qui est un oiseau qui a un gésier très puissant. Le gésier, c'est le muscle qui sert aux oiseaux pour digérer les graines. C'est un muscle qui va se contracter et souvent les oiseaux absorbent en même temps des cailloux pour faire des points d'appui de telle manière à ce que le gésier écrase les aliments. Et donc le pigeon ramier, il a un gosier, il a un oesophage assez gros et il a également un gésier très puissant, ce qui fait qu'il est capable de broyer des graines de gland. Il est capable d'absorber une demi-dizaine de graines de gland. Il est capable d'absorber des vingtaines de graines de lierre. Et les graines de gui, pareil, occasionnellement, il peut en manger aussi. Mais son gésier très puissant va les détruire. Donc, c'est pas un oiseau qui va participer à la dissémination du gui, c'est plutôt un oiseau qui va participer à la destruction du gui. Donc, premier oiseau, le pigeon ramier. Premier oiseau. Deuxième oiseau qui va participer donc à la destruction du gui, c'est l'acitelle torche-peau. Donc l'acitelle torche-peau, je vous montre la tête de l'oiseau. Donc c'est un oiseau qui a un bec très puissant, qui est capable de casser et de décortiquer des noisettes. Alors, vous pensez bien que le petit noyau de la graine de gui, il va s'en débarrasser. Donc c'est aussi un oiseau qui consomme occasionnellement les graines de gui et qui va donc les détruire. Troisième oiseau. Avant de vous parler de celui-ci, je vous parlais d'un autre oiseau qui, lui, va pas détruire les graines de gui, mais plutôt va les disséminer. On a en troisième oiseau la fauvette à tête noire, qui, elle, est un oiseau qui va participer très grandement à la dissémination du gui. Mais elle va favoriser sa dissémination sur place, c'est-à-dire sur les branches, à côté de là où se situe le gui. Donc elle va favoriser le parasitage plus complet encore de l'arbre. Donc voilà la tête de l'oiseau, fauvette à tête noire, qui a une petite capuche noire, une sorte de béret noir au-dessus de la tête. Sachant que c'est le mâle qui a ce béret noir, la femelle peut avoir un béret de couleur beaucoup plus claire. Donc cette fauvette, la particularité, c'est qu'elle va se nourrir de manière intensive des graines de gui en hiver quand il n'y a rien d'autre à manger. Et en fait, elle ne va pas, son bec est trop court, il n'est pas assez puissant, elle ne peut pas décortiquer la graine. Donc ce qu'elle va faire, enfin, elle ne peut pas casser la graine, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va frotter son bec contre les branches pour se débarrasser du noyau et absorber toute la vicine, toute la glu, qui est la partie sucrée, qui va elle, l'intéresser. Voilà la manière dont va fonctionner la fauvette. Alors, elle est capable de manger jusqu'à 100 à 150 graines par jour. C'est-à-dire que potentiellement, la fauvette va disséminer 100 à 150 graines dans les branches aux alentours du gui. Mais c'est là que va intervenir un autre oiseau qui se nourrit aussi des baies de gui et qui lui va éliminer les graines qu'aura collées la fauvette sur les branches. Donc il s'agit tout le monde la connaît, il s'agit de la mésange bleue. Donc la mésange bleue, l'hiver, va inspecter les branches à la recherche d'insectes éventuellement dans les infructuosités, mais surtout elle va rechercher les graines de gui et elle va les manger parce qu'elle a un bec puissant, elle est capable de casser les graines de gui pour pouvoir les manger et elle est très acrobate, elle est capable de faire le tour complet des branches, y compris par en dessous, et elle va les dénicher, les graines que la fauvette aura collées sur les branches. Sachant que la mésange bleue,
euh, dès qu'elle va trouver une graine de gui, ça va attirer sa curiosité et elle va inspecter toutes les branches autour. Donc elle participe grandement à l'élimination du gui. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier oiseau qui occasionnellement peut favoriser la dissémination du gui, mais qui en consomme aussi. C'est un oiseau migrateur qui est assez peu présent en France, qui s'appelle, hop, je vais donner son nom, le jaseur boréal. C'est un oiseau, comme son nom l'indique, qui vient des pays du Nord, migrateur, qui ont cette tête-là, qui est un oiseau assez gros, hein, qui est à peu près de la taille d'un loriot, qui fait 23 cm, hein, c'est la taille d'une grive, hein, finalement. Et cet oiseau-là va consommer aussi occasionnellement les baies de gui. Il a un bec assez puissant, donc je pense qu'il doit consommer aussi la totalité de la graine. Je suis pas sûr que il participe beaucoup à ces disséminations. En tout cas, c'est un oiseau qui va pouvoir occasionnellement en manger. La grive draine est un oiseau grand consommateur de graines de gui. Donc c'est un oiseau qui va participer à la dissémination du gui et elle va s'en nourrir pendant tout l'hiver. Donc la grive draine, je vous montre à quoi ressemble cet oiseau. Donc vous l'avez ici, c'est une des 4 grives qui vivent en France et c'est la plus grosse des 4 grives et c'est la seule à se nourrir de baies de gui. Donc elle va se nourrir de baies de gui qu'elle va absorber entièrement dans son jabot. Elle peut avaler jusqu'à une petite dizaine de graines de gui. Et ces graines de gui, en fait, la digestion est très rapide. Au bout d'une demi-heure, elle va déjà déféquer. Et la partie blanche, en fait, la grive se nourrit de la partie blanche, la vicine, la partie blanche de la graine de gui. Et dans ces déjections, elle va rejeter les noyaux avec une partie de l'enveloppe autour de la vicine et une partie aussi de vicine qui reste collante. Et donc après, dans ces excréments, on va retrouver, comme ici, vous voyez, là vous avez un exemple de déjection de grive draine où vous retrouvez les graines qui n'ont pas été digérées avec un filament de vicine tout le long et une peau qui entoure la graine de gui au départ. C'est la peau qui entourait la graine de gui au départ. Et donc cette espèce de chapelet, donc là vous avez 1, 2, 3, 4 graines, donc cette espèce de chapelet ensuite va tomber du ciel et s'il a la chance d'atterrir sur une plante, sur un hôte favorable, la graine ensuite pourra germer et donner un nouveau gui. Sachant que la graine de gui ne germe qu'à partir de 10 degrés et donc elle va germer surtout à partir du mois d'avril. Pour qu'elle germe bien, il faut qu'elle passe une période de froid. Donc là, ici, là, vous voyez cette partie filamenteuse qui entoure les graines de gui, donc cette fameuse vicine, est capable de faire un cordon jusqu'à 2 mètres de long. Donc c'est vraiment quelque chose de très gluant, de très long. Et avec le vent, il peut arriver que les graines s'enroulent autour des branches, et ce qui peut expliquer aussi qu'on ait du gui qui pousse sous les branches, parce que la graine va se rabattre et se coller sous la branche. Donc voilà pour ce qui est de la grive draine qui participe à la dissémination du gui. Également la grive draine, la digestion se fait en une demi-heure, ce qui fait qu'elle va disséminer dans un rayon de plusieurs kilomètres la graine aux alentours. Donc avec la grive draine, c'est une dissémination des graines qui est quand même à longue distance. On a calculé que par rapport à la vitesse de déplacement d'une grive, au bout d'une demi-heure, c'est maximum une vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres qu'elle peut parcourir. Donc potentiellement, la graine de gui peut se disséminer à 25 kilomètres aux alentours de là où la grive a mangé le gui. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les oiseaux qui sont consommateurs, en tout cas ceux connus pour être consommateurs de graines de gui. Donc on trouve vraiment, on va dire principalement dans la dissémination des graines de gui, ça va être surtout, même si on en a vu 4 et un cinquième, pardon, 5 et un sixième, le jaseur boréal, ça va être surtout 2 oiseaux qui vont être vraiment, on va dire 3 oiseaux qui vont être vraiment très actifs. La grive draine, d'ailleurs, son nom latin reprend le nom du gui, hein, parce que le nom latin de la grive draine, c'est Turdus viscus, viscoreus, quelque chose comme ça. Enfin, une partie est reprise du nom latin du gui. Donc la grive draine, qui va en consommer beaucoup, ça va être donc, on a dit, la mésange charbonnière qui va les éliminer, la fauvette à tête noire qui va les disséminer. Principalement ces trois oiseaux-là.
Ici, je suis sur un peuplier baumier. C'est un arbre qui est planté par les forestiers parce que le peuplier est très intéressant comme bois de déroulage. Le bois de déroulage, c'est un bois qui est utilisé pour fabriquer notamment les cagettes, tout ce qui est cagettes, tout ce qui est emballage, par exemple boîte de camembert, etc., cagettes pour les huîtres, cagettes pour les fruits et les légumes. C'est un bois qui peut, comme son nom l'indique, se déplier facilement pour faire des planches. Et le peuplier est assez recherché pour ça, pour les allumettes également. Mais quand on est sur un bois de déroulage, il faut que ce soit un bois qui n'ait pas d'imperfection. Et le souci, c'est quand on a le gui qui se met sur le tronc des arbres, quand il est jeune, et ben on va avoir des traces de suçoir. Et ça peut être un bois déprécié au niveau de la qualité pour les forestiers. Donc les forestiers n'aiment pas le gui, notamment les populiculteurs, ceux qui cultivent le peuplier, parce que ça déprécie la qualité des peupliers. Et ça peut, par exemple, sur des plantations de pins, entraîner des baisses de croissance si vraiment la parasitose est vraiment très importante. La parasitose du gui est vraiment très importante. Donc ça peut entraîner des chutes de croissance des arbres dans les plantations forestières. Sur des pins, par exemple, de l'ordre de 30% de croissance en moins, par exemple. C'est ce qui a été cité par des forestiers. Le gui ne pousse pas sur tous les arbres, bien qu'il puisse pousser sur à peu près 120 sortes de feuillus. Il a ses préférences, il aime bien des arbres évidemment comme les peupliers, comme les pommiers. Très rarement il peut arriver à contaminer les poiriers. Très rarement aussi les chênes. Il paraîtrait qu'en France il y aurait moins d'une quinzaine de chênes qui sont contaminés par le gui. Les ormes aussi étaient très rarement, je dis étaient parce que les ormes sont en voie de disparition, donc étaient très rarement contaminés par le gui. Les châtaigniers aussi sont très rarement contaminés par les gui. Voilà. Et après vous avez d'autres plantes comme l'aubépine qui sont facilement contaminées par le gui. Bon, je ne vais pas vous faire une liste complète, ça ne serait pas forcément intéressant. Ça dépend de la résistance de la plante, ça dépend si la plante est capable d'envoyer des tanins pour bloquer la croissance du suçoir ou pas. Ça dépend évidemment où tombe le germe, la graine qui va germer. Est-ce qu'elle va arriver à pénétrer l'écorce ou pas? Alors évidemment, la question qu'on se pose tous et la question à laquelle il faut que je réponde, c'est faut-il éliminer le gui des arbres? Alors je vais vous faire une réponse un peu à la Normand, je vais dire ça dépend. Si vous êtes dans un coin dans lequel il n'y a pas beaucoup de nourriture pour les oiseaux, et il n'y a pas beaucoup de gui dans les arbres autour de chez vous, ça peut valoir le coup de laisser le gui venir à fruit pour nourrir les oiseaux l'hiver. Voilà. Si par contre vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de gui partout, et puis si en plus votre gui arrive sur vos arbres fruitiers, je pense notamment aux pommiers, là j'ai tendance à vous dire, si c'est sur pommier, n'hésitez pas, dès le début, il faut intervenir pour éliminer le gui le plus tôt possible. Parce qu'après il va se propager et ça va être compliqué pour pouvoir l'enlever et il risque d'affaiblir votre plante. Donc voilà, ce que je peux dire c'est ça, si c'est sur arbre fruitier, n'hésitez pas à l'éliminer. Si c'est d'autres arbres, vous pouvez vous poser la question. Ça va dépendre s'il y en a un peu dans le coin ou pas pour nourrir les oiseaux et s'il y a d'autres sources de nourriture pour les oiseaux. Donc je dirais que c'est au cas par cas à voir en fonction de votre jardin, de votre situation et est-ce que le gui va vous déranger ou pas. Et maintenant, je souhaite vous présenter deux numéros spéciaux de la Hulotte, deux numéros dédiés au gui, deux numéros qui m'ont permis de trouver toutes ces informations intéressantes pour cette plante. Sur cette plante, donc je vous présente, c'est le numéro 48 et le numéro 49 donc de cette revue La Hulotte, qui est très imagée, qui est bien pour les enfants, qui est sous forme de bande dessinée et qui en même temps est basée sur plein d'informations scientifiques et qui est vraiment très intéressante et qui détaille vraiment tout la croissance du gris, tout l'aspect biologique, également tous les aspects dont je vous ai parlé concernant le fait que le gui est finalement mangé par les oiseaux. Vous voyez là par exemple, c'est dans cet ouvrage-là que j'ai trouvé l'information sur la fauvette à tête noire qui consomme plus d'une centaine de boules de gui par jour. Et enfin, il faut aussi que je vous parle bien évidemment des propriétés du gui, des propriétés médicinales. Donc le gui a des propriétés hypotensives, mais son utilisation est vraiment réservée à des naturopathes, des personnes qui savent l'utiliser et bien le doser. Également, il a des propriétés au niveau de la cancérologie, et donc le gui est utilisé
pour augmenter les réactions immunitaires et favoriser l'élimination des cancers. Alors il ne va pas lutter directement contre le cancer, mais il va soutenir le système immunitaire pour favoriser la réaction contre le cancer. Il faut également pour le ghee que je vous parle de son aspect traditionnel. Tout le monde connaît l'expression au ghee l'an neuf. Donc cette expression nous viendrait de nos ancêtres les Gaulois. Donc à l'origine c'est ce que prononcent les druides lorsqu'ils coupent le ghee. La prononciation exacte c'était, je vais vous la retrouver, donc c'était Ogel en E. Ce qui signifiait à l'époque que le blé lève, qui était une incantation pour qu'il y ait un bon développement du blé qui était très important pour nourrir la population. Et cette formule incantatoire était donc prononcée par rapport à la fécondité de la terre. Voilà ce qui était dit, et au fur et à mesure des siècles, cette prononciation, donc Ogel en E, a été transformée en Ogi l'an neuf. Donc ce que l'on prononce pour porter bonheur au premier de l'an. Mais à l'époque, ça vient de là, ça vient des Gaulois qui, à leur époque, c'était au 6e jour de la lune qui succède le solstice d'hiver. Donc c'était à peu près la date dans notre calendrier qui correspondait au 1er janvier. C'était une époque où, ça l'est encore maintenant, le soleil est relativement bas. Et donc c'était l'objet d'un tout un cérémonial. Donc le druide était revêtu de blanc, les pieds lavés, nus, il montait dans l'arbre, il coupait avec une serpe d'or pour pas oxyder le ghee, parce que c'était pas avec du métal de base, c'était avec une serpe d'or. Et le ghee devait être recueilli au vol dans un drap blanc, sans toucher le sol, sinon il perdait toutes ses propriétés. Et évidemment, le druide choisissait du ghee poussant sur un chêne, ce qui est extrêmement rare. Et également, il y a toute une symbolique, c'est-à-dire que le chêne est vraiment un symbole on va dire un symbole plutôt de la terre, et le ghee était plutôt symbole de la lune. Voilà, donc il y avait cette espèce de dualité. Et les effets attendus du ghee, c'était ensuite le ghee était coupé et distribué en morceaux comme talisman, pour lequel on lui donnait un grand nombre de vertus, notamment de lutter contre la stérilité pour les femmes, d'écarter les démons, de rendre les guerriers invincibles, et de guérir une infinité de poisons et d'accomplir plein d'autres bienfaits. Bon, évidemment, c'était très, très, très exagéré par rapport aux propriétés que l'on connaît actuellement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au ghee et donc ses vertus, son utilisation. Plantes vraiment sur lesquelles il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà les amis, à bientôt sur le jardin d'acclimatation du courtillage.